Radio, il est 11h. Parlons vrai. Les infos, Léa Guichou. Bonjour à tous. C'est la première fois qu'un dispositif aussi ambitieux est mis en place. Un grand appel à témoins lancé en France pour toutes les victimes de prêtres pédophiles. La commission Sauvé, chargée d'enquêter sur les abus sexuels dans l'Église, commence ses travaux aujourd'hui. Une plateforme téléphonique est mise en place. La commission devrait rendre ses conclusions fin 2020. Le ministre de l'économie au chevet des salariés de General Electric en déplacement à Belfort cet après-midi où 800 emplois sont menacés. Bruno Le Maire va rencontrer les élus locaux et les représentants syndicaux. Le groupe américain veut supprimer au total plus de 1000 postes en France. La plupart des élus Les Républicains sont satisfaits de la démission de Laurent Wauquiez. Le chef du parti a décidé de démissionner après un échec cuisant aux européennes. En attendant l'élection d'un nouveau président, c'est le vice-président délégué Jean Leonetti qui assure l'intérim. Le projet de loi d'orientation des mobilités arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Parmi les mesures, l'assouplissement de la limite de vitesse à 80 km/h ou encore une taxe du transport aérien. Déjà dans la tourmente à cause d'un logiciel qui aurait causé 2 crashs d'avion, Boeing révèle l'existence d'une pièce défectueuse sur les ailes de ces mêmes appareils, les Boeing 737 MAX, ce qui pourrait rendre dangereuses les conditions de vol. Le numéro du lot défectueux a été communiqué aux compagnies. En attendant, tous les 737 MAX restent cloués au sol. Donald Trump est en visite pendant 3 jours chez nos voisins britanniques. Dès son arrivée, il a critiqué la manière dont Theresa May a mené les négociations avec Bruxelles. La semaine de commémoration pour le 75e anniversaire du débarquement commence aujourd'hui. De nombreuses animations sont organisées un peu partout en Normandie. Et puis la journée d'hier a été la plus chaude enregistrée en France depuis 1947. Des records de température avec une température maximale moyenne de 29,6 degrés. À Clermont-Ferrand par exemple, le mercure est monté jusqu'à 34 degrés. C'est du jamais vu en cette saison. Enfin, un mot de sport, direction Roland-Garros. 2 Français sur les cours aujourd'hui en 8e de finale. Benoît Paire contre Kei Nishikori et Gaël Monfils opposé à Dominique Thiem. Bonne journée à tous. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous entre 11h et midi pour commenter l'actualité. L'actualité, eh bien écoutez, vous le savez, c'est la démission de Laurent Wauquiez. Quel avenir pour les LR ? Est-ce que la droite a encore une chance de survivre ? On en parle avec vous. L'avenir est-il à l'union des droites, comme le souhaite Marion Maréchal Le Pen ? On va y passer quand même pas mal de temps. Et puis, faut-il supprimer les vols domestiques qui ne sont pas remplaçables par des trains ? Oui, c'est ça, voilà. On s'est emmêlé les pinceaux depuis ce matin, mais c'est ça. Et puis, beaucoup d'autres sujets avec les coups de cœur et les coups de gueule avec Alexis Bachelet, ancien député PS. Bonjour. Bonjour. Dominique de Montvalon, journaliste, éditorialiste. Bonjour Dominique. Bonjour. Ludovic de Villèle, bonjour. Vous Bonjour, êtes Valérie. avocat. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise qui ne devrait pas tarder à arriver. Pourtant, elle est en vélo, Sophie. Elle fait bien les choses. Mais c'est parce qu'elle est en vélo qu'elle est en retard. c'est sûrement cela, effectivement. Mais tout le monde arrive en retard. Que ce soit ceux qui prennent les transports en commun, qui prennent le... Ça vaut aussi pour la politique. Voilà, Ça vaut même pour l'avion. Ça vaut... Parce qu'on pourrait penser qu'en survolant... Mais non. Bon, allez, je sens qu'on est parti dans de la philosophie. Allez, on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec votre coup de cœur, Alexis Bachelet, sportif. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Valérie. Oui, mon coup de cœur, c'est le démarrage à la fin de cette semaine de la Coupe du Monde de football féminin. Oui, on en a beaucoup parlé déjà ici Oui. sur Sud Radio, mais on va continuer on va continuer à en parler. Peut-être même qu'on fera des émissions spéciales. Absolument. Avec vous, avec Philippe David. Mais Oui. en tout cas, c'est, je trouve, une bonne nouvelle que la France organise cette compétition au moment où le football féminin prend son envol et que ça devient vraiment... alors, c'est pas encore, évidemment, autant ou aussi médiatisé que le football masculin, mais s'il y a des résultats, parce que notre équipe est capable de bien figurer dans cette compétition, et peut-être même à domicile, c'est un peu la tradition en France, 98... Ouais. Voilà, quand on joue à domicile. Et ça vous intéresse, vous, vraiment ? Vous allez regarder ? Ah oui, moi je vais regarder des matchs. Il va falloir se taper le double de retransmission foot. Voilà, bah Sophie oui, vient Sophie, d'arriver. bien sûr, c'est la parité. Vous en pensez quoi ? Vous en pensez quoi, les uns les autres, de ce football féminin ? Moi, je trouve qu'il y a une énorme opération marketing quand même qui est en train de se mettre en place. Même si je trouve très bien qu'on parle autant des sports féminins que des sports masculins. Mais voilà, je trouve quand même qu'il y a, je sais pas, ça me, voilà, non. Moi, je sais pas. Honnêtement, j'aime beaucoup le les football. amateurs de foot, est-ce qu'ils prennent autant de plaisir à regarder la même intrigué et chose ? intéressé. J'espère j'espère ne pas être déçu. Passionné, voilà. Mais je reconnais que on tente de nous accompagner fortement. Ouais.
On nous accompagne fortement. Bon. Voilà. Oui, moi, Vous allez regarder Non, je ne vais pas regarder, mais déjà les hommes. Vous regardez pas déjà les hommes. Mais on n'a pas d'amateur de foot. Sans vouloir faire le porte-parole du féminisme que je ne suis pas, on peut quand même se poser la question. Vous me dites qu'on parle beaucoup du foot féminin, je n'ai pas tellement entendu. Il se pose quand même cette différence de traitement entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas si ça vous scandalise, il n'y a pas de raison d'être scandalisé, mais quand même les femmes ne sont pas traitées au même niveau que les hommes. La finale femme de Roland-Garros, c'est le samedi. J'ai cru comprendre, même si je ne m'y intéresse pas, que l'équipe lyonnaise de football féminine avait gagné pour 5 ou 6e fois consécutive. Voilà. Lorsque le PSG homme arrive en quart de finale, on en fait tout un truc. Jamais Lorsque ce sont les femmes, on n'en parle pas. Voilà, c'est tout. Donc je trouve très bien que la France organise ça. Ça ne m'intéresse pas, mais ce qui me choque un peu, c'est quand même un traitement différencié du sport féminin qui est tout aussi le tennis a valable progressé. Alors vous avez raison, sauf que le tennis féminin a passionné, qui est très beau, a été d'ailleurs beaucoup plus intéressant dans des finales qui ont généré plus de monde, parce que le tennis féminin a progressé énormément, et que donc les femmes jouent presque aussi. Je peux vous dire qu'à Roland-Garros vendredi par exemple, il y avait le stade était à moitié vide pour les femmes, et quand mais Nadal alors est les stars arrivé, sont pas là cette année. On n'a plus une française, et Serena Williams a été battue. Oui, mais enfin, il n'y a pas forcément non plus de stars. Il y a toutes les stars aujourd'hui. Il y a des matchs aussi masculins où le central était aux 3/4 vide. Il y a même un joueur français, Lucas Pouille, qui s'en est plaint. Elles sont moins bien payées. Allez, on va pas refaire le débat. On a beaucoup de sujets aujourd'hui, mais en tout cas, on a noté. Oui, vous disiez non, mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas qu'un phénomène médiatique. Moi, je le vois dans ma commune, à Colombes. Il y a de plus en plus de clubs féminins et de jeunes femmes et de clubs de foot qui, historiquement, sont structurés par le foot masculin, mais qui créent des équipes féminines et des jeunes filles, jeunes femmes s'engagent et jouent au foot. Donc, c'est aussi une réalité de terrain. Tant mieux. Dominique, votre coup de cœur, coup de gueule Je vais dire coup de cœur parce que peut-être en avez-vous déjà parlé, mais je voudrais revenir sur la mort du philosophe Michel Serres. C'était un personnage que j'ai pu lire, que certains ont pu lire, que beaucoup ont suivi ou découvert à la télévision. Un modèle d'humanité à la fois flamboyante et très modeste. C'est un académicien. Ça fait partie des gens qui réconcilient. Bon, je vais le dire avec un peu d'emphase, pardon, mais je le pense. Quand on est saisi par le doute à la faveur de tel ou tel événement ou de telle ou telle situation, ça fait partie de ces gens très rares qui vous réconcilient avec l'humanité. Non, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de l'interviewer une fois, et c'est vrai que c'était quelqu'un d'assez incroyable, d'assez hors norme, d'une gentillesse. Totalement. Mais c'était pas de la mièvrerie. Non, c'était pas de la mièvrerie. Sa gentillesse, c'est ça. Parce qu'il disait les choses. On a passé tout à l'heure un extrait dans l'émission Média où il expliquait que le temps qu'on avait gagné, le temps de vie, on le perdait en s'abrutissant. Non, il faut le relire. Relisez La Petite Poussette. Poussette, c'est du fait avec le pouce de taper sur notre téléphone. Sophie, un coup de gueule? Oui, j'ai un coup de gueule parce que j'étais dans le Midi ce week-end, et il y avait dans le village où j'étais une corrida. Et donc, je suis passée à côté, rentrée 3 minutes. Et je me suis dit que c'était une vraie barbarie. Et qu'au moment où le parti animaliste a triplé d'ailleurs les voix qu'on attendait. Je sais qu'il y a une véritable culture de la corrida. Je sais que ça veut dire beaucoup de choses, que c'est la façon de se confronter avec l'animal, etc. Et là, j'ai pensé que c'était très violent et que finalement, c'était encore la seule manifestation où on plantait pour faire souffrir un taureau une banderille, où il y avait des hommes qui le provoquaient, où on replantait une banderille. On en a tué 5 en 1h30. Et donc, je me suis dit, alors c'est vrai que j'ai un grand respect pour tous ces gens et toute cette culture, la Camargue, etc. Mais je pense qu'il va falloir un de ces jours faire quelque chose. Écoutez, c'est un débat, on ne va pas le lancer ici, mais en tout cas, c'était votre coup de gueule. On ne va pas rebondir dessus. Ludovic, coup de gueule. Oui, j'avais prévu un coup de gueule, mais je vais commencer par un coup de cœur. D'abord, c'est de
c'est de croiser Sophie de Menton avec son beau sourire et ses yeux merveilleux. Donc, dites donc, c'est mon premier coup de cœur. J'ai bien fait de venir, même en retard. Ensuite, un coup de gueule, oui, c'est à l'occasion du procès de M. Balkany. Je déteste ces avocat, personnes rappelle, qui, à l'issue d'une audience, viennent vous dire qu'ils n'ont rien fait. Je ne demande pas mieux de les croire, ils sont présumés innocents, mais il y a des audiences et cette justice que l'on appelle quelqueusement pompeusement la justice hors les murs. Je ne sais pas s'il faut la dénoncer, mais je ne l'aime pas beaucoup. Les juges sont toujours des crétins et vous savez qu'ils ont l'obligation évidemment de réserve, donc ils n'ont pas la répartie et je trouve que ça donne une très mauvaise image de la justice. Donc j'ai trop de respect pour ce beau métier qu'exercent les juges pour ne pas livrer en pâture à la presse, et vous n'y êtes absolument pour rien, vous les journalistes. Mais c'est le des jeu, propos scandaleux. Je ne suis même pas d'ailleurs certain que M. Balkany serve tout à fait sa défense quand on entend ce qu'il dit en disant que si j'étais pas un homme public, j'aurais payé mes impôts, que c'est pas facile. Je trouve ça assez, pour tout dire, pitoyable. C'est la justice médiatique, ouais. Vous voulez dire un truc ? Un tout petit mot, parce que j'ai écrit un article dans Challenge qui m'a valu des tombereaux d'insultes au-delà de l'imaginable. Ne le dites pas, parce que ça, on va se les prendre sur ce radio. On va se les reprendre, c'est ça. Mais non, parce que je voulais expliquer ce que j'avais voulu dire. Je disais que je pensais... le titre a été mal choisi, je pense. Pas de prison pour les cols blancs, entre guillemets. Ce que je disais de façon très nuancée. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je disais... Apportez-moi mes selles. Ils ont réagi en disant quelle horreur, et la prison, ce serait uniquement pour le voleur de bicyclette. Non, pas de prison non plus pour le voleur de bicyclette. Je disais qu'il fallait réserver la prison à ceux qui sont violents. Et que je pense qu'il y avait des façons de réparer qui étaient infiniment plus utiles pour la société et pour eux. Moi, je ne suis pas contre de voir Balkany casser des cailloux pendant 6-7 ans s'il faut. Ça n'existe plus, Sophie, le bagne. Non, je sais. Mais peut-être qu'après tout, il y a des formes de réhabilitation, de faire quelque chose pour la société qui sont utiles. Donc, je suis d'accord. Et déjà, cette justice qui met tellement de temps, qui ressort les trucs les plus haineux, je pense qu'il faudrait revoir un petit peu à la fois la façon dont on punit, dont on incarcère, etc. Sophie n'a pas tort de poser la question de l'enfermement en lien avec la dangerosité. En France, on n'est pas très fan de la semi-liberté ou des peines alternatives. Ceci étant dit, ça existe déjà. Je me rappelle de Bernard Tapie, par exemple, qui venait en prison le soir et qui était il a dormi en prison. Il a dormi en prison. Il y a eu des moments où il a bénéficié aussi d'un régime de semi-liberté. Donc, et souvent, c'est les cols blancs qui bénéficient du régime de semi-liberté ou de peine alternative. Donc, c'est pas la peine de prendre les... En plus, je pense que l'exemple de Balkany... Non, mais l'exemple de Balkany est très mal choisi parce que ce que les gens se demandent, c'est pourquoi on a mis aussi longtemps à le traîner devant un tribunal et éventuellement à le condamner. On est d'accord. Allez, moi j'ai plusieurs coups de gueule, je vais aller rapidement. Vous avez le droit, Valérie. La pub Nike avec des femmes voilées, le slogan Don't change who you are, change the world, c'est-à-dire ne changez pas qui vous êtes, changez le monde. Donc je trouve que ce message avec le hijab est nul. Alors, que objection, Nike votre honneur, si on laissait les femmes voilées changer le monde, ce serait peut-être pas idiot, comme elles ont le droit à rien. Elles n'ont pas le droit. Non, mais attendez, j'explique. Elles n'ont pas de prise de parole, elles n'ont pas de place dans la société. Mais qu'elles retirent leur voile. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire des sorties des femmes voilées aussi. Je suis d'accord avec vous. Donc elles qui sont dans une orthodoxie. Qu'on en profite. Ben oui, mais le Nike accompagne finalement l'islam politique. Accompagne l'islam politique qui dit allez changer le monde en faisant du prosélytisme. Il faudrait prendre cette devise au mot. Je suis bien d'accord avec vous, c'est honteux. Le suspect de Lyon qui s'est expliqué ce matin, Mohamed Hicham, qui dans un premier temps a nié les faits, il est passé aux aveux, il a raconté donc qu'il avait prêté allégeance et surtout il a raconté, alors peut-être que c'est a posteriori, que son objectif, il avait volontairement laissé des indices pour se faire arrêter, son objectif étant de pouvoir radicaliser ses co-détenus une fois en prison. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce type qui est en situation irrégulière, aujourd'hui est en prison en France, qu'est-ce qu'on attend pour l'expulser ? Il est en situation irrégulière, mais est-ce qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, j'imagine? Non, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais je crois l'avoir déjà dit ici ou ailleurs, c'est que les arrêtés d'expulsion, c'est comme les jugements, il y en a plus de la moitié qui ne sont jamais exécutés. Faites l'objet d'un arrêté d'expulsion d'un préfet. Non, mais là, le type, c'est un attentat quand même. Tant qu'on ne vous prend pas, vous n'êtes pas expulsable. Oui, mais là, il y a un attentat qui est commis. Donc pourquoi est-ce qu'on n'expulse pas des gens comme ça? Déjà, il faut qu'il soit jugé chez nous. S'il a commis un attentat, il faut déjà que l'enquête se poursuive. Il faut qu'il soit jugé chez nous. C'est la même chose que pour ceux qui ont commis
les actes en jugé, Irak. est-ce qu'on peut lui donner un avion le soir même? Oui, le soir même, je ne sais rien, mais effectivement, ça n'empêchait pas parce mais il peut généralement faire sa peine de prison ici, si toutefois il est jugé. Non merci. Bah, ce sera le cas. Pourquoi ce sera le cas? C'est ça il a ce que commis demande des faits Valérie. en France. Il a commis des faits en France. Et alors? Il n'a pas commis dans son C'est pays. le principe du droit. Il exécute sa peine là où il les a commis et ensuite il sera expulsable. Donc il aura le temps de faire du Et prosélytisme. si, pour peu que si chez lui avoir posé une bombe c'est passible de la peine de mort, de toute façon on ne va pas l'extrader parce qu'il y a un risque. Ouais, Dominique. Les explications, je vous ai entendu Valérie, je n'étais pas au courant des derniers propos de l'individu en question. Les explications qu'il donne sont particulièrement oiseuses. Oui. Personnellement, en première approximation, et sans avoir d'autres éléments, je ne crois pas un mot. Lui, il dit... Eh ben, ce qu'a dit Valérie, Qu'il a prémédité, son objectif n'était pas de tuer, mais de se dépatouiller en laissant des indices un peu, je recite, mais je suis d'accord. un peu partout pour être coffré, aller en prison et de pouvoir faire du prosélytisme. Oui, mais de toute en façon, prison. Il a expliqué ça doit qu'il être avait vrai. choisi cette date dans le but de faire monter le vote de l'extrême droite. Le FN étant le seul parti, selon lui, capable d'emmener un jour la France en guerre et capable de déstabiliser le pays. Bon, donc c'est très... Ça, voilà. oui, enfin, on peut en discuter. On va quand même pas discuter de ce sujet à partir des déclarations d'un individu qui a fait des blessés, qui aurait pu faire des morts à Lyon. La question que je pose, c'est pourquoi un individu en situation irrégulière, mais j'ai eu ma réponse, Oui, il n'est pas expulsé, il est jugé en France. Mais il était Donc même voilà. surveillant, je crois, dans un lycée à Lyon. Allez, C'est extraordinaire. Alexis, le boxeur des Gilets jaunes, dort aussi la nuit en prison, mais pas la journée, pas que les cols blancs. Des magots un jour, des magots toujours, c'est ce que vous dit Cédric. Mais pour votre info, Cédric, le boxeur des Gilets jaunes, Christophe de Tinger, aujourd'hui a eu un bracelet électronique, donc il ne dormira plus en prison. Bien. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de Laurent Wauquiez et de l'avenir des Républicains. Avec les peines alternatives. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour commenter l'actualité avec vous. 0826 300 300. Ceux qui râlent, appelez 0826 300 300. Donnez-nous votre avis. Ceux qui disent Sophie la macroniste, etc. On a le droit de s'exprimer sur Sud Radio. Non, pas forcément uniquement pour me taper dessus. Non, la parole est libre. Non, mais la parole est libre. Tout le monde merci. s'exprime sur cette radio. Parlons vrai. Donc le parler vrai, c'est la démocratie. Et tout le monde peut s'exprimer. Laurent Wauquiez a donc démissionné de la présidence des Républicains. Une semaine. Il aura tenu moins d'une semaine. Alors, est-ce que c'est une bonne décision? La droite, en tout cas, est en miettes. Les Républicains ont-ils un avenir? Beaucoup de questions. Qui pour remplacer Laurent Wauquiez? Dominique, je me tourne vers vous. Fin analyste de cette vie politique. Est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il pouvait résister plus longtemps? Je crois qu'il a un peu pris tout le monde de surprise parce que Nicolas Sarkozy lui avait dit d'attendre. Pardon? Il lui avait dit résiste. Oui. Prouve que tu existes. Et en fait, il a jeté l'éponge. C'est une décision surprenante. Il y a un effet de surprise qui d'une certaine manière, le sert. Ça a été, quand il a parlé au journal de 20h, ça a été un coup de tonnerre. Enfin, n'exagérons pas, mettons pas de majuscule, mais un coup de tonnerre. Et en même temps, c'était une décision qui était inévitable pour lui. Inévitable. Oui. Car plus les jours passaient, plus ceux qui n'avaient pas compris sur le moment, c'est-à-dire le soir du 26 mai, ce qui s'était passé dans les urnes au moment des élections européennes finissaient par s'en rendre compte, c'est-à-dire ce n'est pas une défaite, c'est même pas une déroute pour LR, on peut parler des autres partis, mais on parle de... C'est un cataclysme. Et progressivement, tout le monde du bas en haut de ce parti en a pris conscience, et dans cette affaire-là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien de tenable à supposer qu'il l'ait espéré ou envisagé à partir du moment où c'était son premier cercle avec qui il travaillait qui lui dit c'est pas possible, Laurent. Je suppose qu'il l'appelle Laurent. C'est pas possible, Laurent. Non, c'est pas possible, Laurent. Je veux être sérieux. C'est pas possible, Laurent. Il faut que tu t'en ailles. Alors cela dit, donc. On verra, on notera quand même qu'il s'en va sans nous avoir dit au fond quelle était l'analyse de fond qu'il faisait de ce cataclysme, parce que c'est quand même quelque chose qui reste capital. On ne le sait pas, mais en tout cas, il a jugé qu'il n'était pas possible de faire autrement. Et dans cette affaire, on a un parti, je vais dire
un peuple, sinon de droite, en tout cas un peuple LR, ça correspondait à quelque chose dans l'histoire de la Ve République, enfin, sous d'autres appellations, et même encore aujourd'hui, qui se trouve complètement désemparé. Il y avait déjà eu l'implosion du candidat Fillon, il y a eu des bagarres même avant, si on veut, entre... Bon, et donc il y a un désarroi total, d'autant qu'il n'y a aucune clé d'interprétation, j'insiste, qui n'est donnée par celui qui démissionne aujourd'hui. Oui, et vous voulez qu'on va peut-être écouter le moment où il annonce sa démission ? Ces élections, c'est un échec. C'est pas facile, mais il faut le reconnaître avec humilité, c'est un échec. On a fait cette campagne tous ensemble, mais c'est moi qui suis le président de notre famille. Et au fond, pour le dire assez simplement, les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Oui, mais il n'a pas répondu à la question d'Anne-Claire Coudray qui lui demandait si c'est sa ligne politique qui était responsable. Non, parce que il est quand même sa modestie est très limitée. Je pense que la droite n'est pas en miettes. Par contre, le monde politique de droite l'est. Je pense que c'est Wauquiez qui a fait perdre son parti. Je vais être beaucoup moins fin politique que Dominique et être beaucoup plus brutal dans mes jugements. Vous êtes comme attention, c'est lui qui a fait perdre. C'est carré, hein. C'est carré. Il a fait perdre la droite. Il a eu une position qui était insupportable. Il a été quitté par, je pense à Virginie Calmels, etc. Il a vraiment donné une image de la droite que je refuse complètement. Il est parti. Il n'avait plus que ça à faire. Il a été poussé dehors. Il a fait semblant de dire qu'il prenait la responsabilité. Et en fait, il l'a dit en douce parce qu'il a dit oui, quand on réussit c'est collectif, quand on perd c'est individuel. Ça voulait dire c'est pas de ma faute. Donc je pense c'est un mauvais perdant, quoi. Je pense que c'était un très mauvais perdant. Et je pense qu'il a été très dommageable à la droite. Alors, je crois aussi qu'il y a des gens de droite qui nous écoutent. Enfin, il faut arrêter de dire qu'elle est en miettes, etc. Ce n'est pas la droite qui est en miettes. Les électeurs n'en veulent plus de ces gens-là. Et là, la vraie difficulté, parce que ce sera celui qui va prendre la suite, et je pense que je crois avoir une petite idée d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment du dévouement parce que c'est quelqu'un qui va avoir tout à reconstruire. Il ne pouvait pas donner d'explication, Wauquiez, puisqu'il n'avait pas ni même d'idéologie, il n'avait pas de direction et il n'avait pas de programme. Donc je ne vois pas comment il aurait expliqué comment sa ligne avait échoué. Si, il avait une ligne qui était quand même qui se rapprochait pas mal de celle du Rassemblement national. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Et puis dernier point, un tout petit peu, Valérie, ce que j'ai trouvé aussi assez choquant. C'est Marine Le Pen qui débarque le même jour. Pas Marine Le Pen, pardonnez-moi. Marion Maréchal. Ça, je crois que pour le coup, c'est plutôt un hasard, enfin, de ce que je peux en savoir. Malheureux ou pas. Oui, hasard, c'est pareil. C'est prévu depuis longtemps, cette intervention. Oui, l'interview est prévue depuis longtemps. Celle de Laurent Wauquiez, un peu moins, je pense. Un peu moins, oui, tout à fait. Donc, votre... non, mais... Bon, je n'ai pas beaucoup de sympathie ni pour Laurent Wauquiez ni pour ses idées, mais c'est un échec qui vient de plus loin que la prise de pouvoir de Laurent Wauquiez sur les Républicains, parce que lui, il est là depuis décembre 2017. Et en fait, ce qui est sanctionné, c'est toute la séquence politique qui faut repartir au moins à l'échec de Nicolas Sarkozy. Je pense que les Républicains, là, ils payent la guerre Copé-Fillon, puis la campagne de Fillon, et moi, ce que j'appelle la ligne politique Trocadéro-Buisson, qui n'est pas celle de Laurent Wauquiez. Il en a hérité. Il en a hérité de Nicolas Sarkozy. Ça a été conforté par François Fillon, qui a gagné la primaire sur cette ligne-là. Et Laurent Wauquiez, si l'on peut dire, errare humanum est, perseverare diabolicum, a persisté dans cette ligne alors qu'il n'a pas compris qu'avec l'émergence d'Emmanuel Macron, il y avait une OPA agressive d'Emmanuel Macron sur la droite après l'élection présidentielle, avec la nomination d'Édouard Philippe, avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie, avec Gérald Darmanin, qui incarne physiquement cette OPA. Et cette OPA, en fait, elle a fonctionné. La victoire, elle est totale pour Emmanuel Macron, Édouard Philippe et les gens qui, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, se sont dit, ils ont été élus pas en ponctionnant les voix du centre-gauche et de la gauche modérée, mais demain, ils gouverneront au centre-droit. Et donc, il faut aller chercher les voix de la droite modérée. Et ils ont réussi. Quand il ne reste plus que 8% sur les Républicains, ça veut dire que tous les gens qui se reconnaissaient dans la sensibilité d'Alain Juppé, d'une droite modérée, libérale et européenne, parce qu'en plus, ils ont trouvé le moyen quand même. Sur une élection européenne, ils sont quand même fortiches, les Républicains de Wauquiez.
d'être sur une ligne presque sceptique. Presque eurosceptique, ces électeurs de droite modérée, ils sont sur la ligne d'Emmanuel Macron. Ils défendent la construction européenne, totalement. Ils défendent l'euro. Et peut-être que c'est effectivement une bourgeoisie nantie et éclairée, mais ils se reconnaissent plus aujourd'hui dans la République. Je suis donc 0826 300 300. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les Républicains? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté pour les Républicains? 0826 300 300. On en parlera. On aura Muriel de Béziers et puis évidemment vous aurez également la parole, Ludovic de Villèle, dans un instant. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. La démission de Laurent Wauquiez, est-ce bien une actualité d'ailleurs? Je me pose la question. 0826 300 300, on va écouter Muriel qui nous appelle de Béziers. Bonjour Muriel. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde et bonjour aux auditeurs. Moi je vous confirme, la droite n'est pas morte puisque depuis des années, la France est à droite. C'est clair, c'est net, c'est précis, elle n'a jamais été à gauche, elle a toujours été à droite. Donc la France la droite n'est pas morte, pardon. Par contre, déjà, alors Monsieur Wauquiez, moi je trouve très bien et ça a été honnête de sa part, il aurait pu s'accrocher comme Monsieur Fillon jusqu'au dernier moment, il est parti. Et écoutez, au moins il assume personnellement. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un problème énorme d'ego dans ce parti. Tant qu'ils n'auront pas réglé, déjà, vous voyez, la bête est encore chaude et là ils étaient tous à se jeter, qui va prendre qui, etc. Voilà, il faut un renouvellement de tous ces gens et qui s'en aillent. Macron, il a réussi son OPA sur tous les partis, c'est très bien. Seulement Macron tout seul, sans la gauche, sans le centre et sans la droite, il n'est rien face à Marine Le Pen. Voilà. Et quant à ceux qui sont partis chez Le Pen, elle, c'est une menteuse. Elle a trafiqué son parti pour montrer qu'elle était plus neuve, plus belle, etc. Mais la droite, la belle droite qu'on a connue jusqu'à maintenant, elle sera toujours vivante. Ils pourront l'écraser, mais elle renaîtra toujours de ses cendres. C'est quoi la droite pour vous? Est-ce que la droite aujourd'hui, c'est pas Marine Le Pen? Ah non, pas du tout. Moi, j'habite à Béziers, vous savez qui est notre maire, hein, excusez-moi, qui est donc frontiste, qui est supporté par encore Marine Le Pen dernièrement, qui est venue le soutenir. En plus, ne vous trompez pas, les européennes, c'était un vote contre le gouvernement. Contre. Mais vous vous retrouvez en qui, vous, qui visiblement votez plutôt à droite, qui vous représente aujourd'hui? Moi, j'aurais aimé que ce soit François Baroin qui prenne les commandes. Voilà, moi, je suis dans cette ligne-là. Xavier Bertrand aussi, malheureusement, il veut... Non, mais c'est encore une stratégie. Il est parti, il voulait gagner le Nord, c'est très bien. Je l'ai rencontré 2-3 fois, c'est quelqu'un de très bien. Mais la seule chose, je vous dis, c'est des problèmes d'ego. Là, vous avez les Copé qui reviennent, vous avez la Pécresse qui est là, planquée dans... Mais non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez raison, vous êtes nombreux à nous dire... analyse politique, je suis d'accord. À dénoncer les magouilles. Trop de magouilles, c'est ce que dit Dominique, ce qui tue les partis sur les personnes qui sont en première ligne, trop de magouilles, d'arrangements entre amis. Plus personne n'y croit. Combien de casiers vierges au gouvernement, à l'Assemblée, la politique arrive à d'écouter tous les gens de voter. C'est vrai que ce qui vient de se passer, c'est-à-dire, on l'a pas encore évoqué ici, mais la République en marche avec Benjamin Griveaux qui a évoqué les ennemis, ceux qui ne sont pas avec Macron, qui seront des ennemis. On a vu des jeux. C'est pas Griveaux qui l'a dit. C'est pas Griveaux, non, c'est Boyer. Gilles Boyer. Oui, Gilles Boyer, pardon. Conseiller d'Édouard Philippe. Pardon à Benjamin Griveaux. L'ancien conseiller mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui député européen et jupéiste de choc. C'est hallucinant. On a vu des gens comme Claude Goasguen ou le maire du 15e, Goujon, dire qu'ils allaient rallier la République en marche. C'est quand même... Ralliement n'est pas une traîtrise. Attendez 2 minutes. Ludovic de Villèle puisse parler. Il a pas parlé depuis tout à l'heure. Oui, tout de suite. Comme le disait le Doug Arfort, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Alors ils prennent le vent maintenant en se disant on va être réélu. Il s'est passé ce que disait Alexis Bachelet. Il s'est passé aujourd'hui avec les Républicains, ce qui s'est passé au Parti Socialiste juste avant l'élection présidentielle. Ouais, vous dites magouille et compagnie, on le dit tous. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait que de la magouille en politique. C'est quand même une fonction noble et on le sait tous autour de cette table. Il y en a qui exercent des fonctions à tout niveau absolument remarquables et vous avez prononcé ce mot avec dévouement. C'est surtout que c'est un problème d'ego. Pourquoi? Pour réussir en politique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tuer son voisin.
Finalement, c'est la querelle des chefs, c'est le pays gaulois. Il faut tuer. C'est extrêmement malsain, me semble-t-il. Donc, Wauquiez, à peine désigné, il avait plus d'ennemis au sein de son propre parti qu'à gauche. Mais j'enfonce des portes ouvertes, monsieur Montvalon. Je pense que vous le savez mieux que moi. Et je crois que tout ça, c'est finalement le terreau des situations que l'on voit aujourd'hui. Il y en a qui veulent pas y aller parce qu'ils attendent que le parti soit encore plus bas. D'autres qui se disent, je préfère que ça soit un tel qui y aille parce qu'une fois qu'il va y aller, on va pouvoir mieux le flinguer et prendre sa place. C'est tout simplement extrêmement malsain. Donc, c'est pas étonnant qu'on en arrive à des situations où on se dit, est-ce que la droite est en miettes? Est-ce qu'il y a encore une droite? Tout ça, c'est intéressant. Mais si à la base, déjà, nous avions effectivement des hommes politiques et des femmes politiques propres, il y a quand même une très grande majorité, mais il y en a trop qui sont encore en marge des tribunaux. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, une situation qui soit saine, quoi. On représente des idées, on les défend, sans forcément être obligé de tuer son voisin. Pour les idées de droite, c'est ça la question. Oui, mais qu'est-ce que la droite? qu'est-ce que la droite? Ça. On sait que ça remonte à l'histoire. Hein. Vous étiez d'accord avec le roi, vous n'y êtes pas à droite à gauche. Est-ce que maintenant c'est progressiste, est-ce que ça a encore un sens? Est-ce que ça a encore un sens? Voilà. Est-ce que ça a encore un sens? Il faut peut-être réinventer notre monde. Hein. On est au 21e siècle. Ce terme droite-gauche a 200 ans. Je pense qu'il faut effectivement modifier les termes et les concepts. Mais il y a nécessairement en toute démocratie, et j'arrête. Oui, mais heureusement, une majorité et une opposition. Et quand j'entends, mais vous l'avez cité tout à l'heure, M. Darmanin, Le Cornu, qui viennent appeler leurs petits copains en disant rejoignez-nous, je trouve ça lamentable. C'est ce que j'allais dire. En revanche, lamentable, venez chez moi, les poissons est plus frais. Enfin, c'est vraiment pas possible. En revanche, je crois que lorsqu'on rallie, on n'est pas forcément à traître, parce qu'il y a aussi l'autre jugement. Non, mais on a le droit de passer à gauche. On a droit de... Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas très souvent. On peut se tromper. Les mecs de droite qui passent à gauche... On peut se tromper, je veux dire, c'est compliqué. Non, mais pas des gens comme Goazienne ou comme le maire du 15e, M. Goujon, qui sont des piliers des Républicains. Oui, mais il faut c'est ce qui est ressenti par nos auditeurs. On le voit, les auditeurs de Sud Radio nous disent ils vont tous à la soupe. Vous avez raison, sauf que qu'est-ce qu'on fait quand on est orphelin? On se cherche des parents et c'est un problème pour les maires. De reconstituer une famille. On essaie, voilà. Et je pense que les maires aujourd'hui, il va y avoir des élections, ils sont très mal. Ils sont mal parce qu'ils veulent garder le beefsteak est bon. Mais le beefsteak est bon. Non, le beefsteak pour un maire, comment osez-vous dire ça? Ce sont des gens qui se dévouent, qui gagnent pas un rond, qui ont un métier difficile. Enfin, sauf les très grandes villes. Ils gagnent pas un rond, mais non, mais attendez. Moi, je coup de chapeau aux maires de France. Ce sont les hommes politiques les plus respectés d'ailleurs. Et c'est pas vrai. C'est vraiment difficile de gérer un village, surtout les petits villages, les petites villes, c'est du dévouement. Mais là, on parle pas de cela. Là, on parle pas de cela. On parle pas de cela. Ah bah moi, je parlais de cela. On parle pas de cela. Oui. De toute façon, les Républicains, c'est un peu comme le PS. À un moment donné, ils ont accumulé tout ce que les Français reprochent à la vie politique française, c'est-à-dire des élus qui sont là depuis Mathusalem. Moi, dans mon département, j'ai des maires qui sont là depuis 35 ans qui se représentent. J'en ai qui ont plus de 80 ans qui se représentent. J'en ai qui sont mis en examen, qui ont des casseroles qui se représentent. Tout ça, il va y avoir un ménage à faire. Donc moi, c'est ce que je disais à des gens d'En Marche. J'ai dit, j'espère que vous n'allez pas vous accoquiner avec tous les notables des Hauts-de-Seine pour sauver leur siège. Oui, présenter des listes, faites le ménage. Jean-Jacques Guillet, qui a été député UMP, les Républicains. Et que Goasguen, qui a été plus sarkozyste que sarkozyste, qui défendait les positions les plus droitières, qui tapait sur Macron comme un sourd, maintenant en viennent à dire, pour essayer de garder un poste à lui et à ses amis, il faut qu'on discute avec En Marche. J'ai envie de dire, c'est risible et c'est pathétique. Je partage totalement le point de vue d'Alexis Machinet, ce qui est à signaler. On a Jacques en ligne avec nous. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Voilà, mais une fois n'est pas coutume, moi je vais quand même faire l'éloge de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est quelqu'un qui a pris le parti. Raison funèbre. Non, ce n'est pas du tout une raison funèbre, au contraire. C'est quelqu'un qui a pris le parti au moment où il était, je dirais, totalement désintégré suite à l'affaire Fillon. Et à ce moment-là, vous aurez remarqué que les champions, les donneurs de leçons, que sont Valérie Pécresse, Bertrand et autres, à ce moment-là, ne sont pas venus pour, je dirais, essayer d'incarner une autre ligne politique ou d'autres perspectives. Ils ont laissé tout simplement Laurent Wauquiez prendre le parti, imposer sa ligne, et ensuite, à peine élu, et largement élu avec 75% des voix de la part donc des militants, ils se sont tout de suite empressés de scier la branche sur laquelle Wauquiez s'était installé. Donc c'est tout à fait regrettable comme position. Maintenant, pour en revenir de façon un peu plus large sur la droite en général. La droite, elle est aujourd'hui confrontée
a un problème d'alliance. Et c'est ce problème d'alliance et c'est d'ailleurs le seul reproche que moi personnellement je ferais à Laurent Wauquiez, c'est de ne pas avoir eu le courage de trancher sur ce problème d'alliance. Le problème d'alliance avec qui ? Eh bien voilà, l'alliance on l'a fait soit avec le Rassemblement National, soit avec on l'a fait avec En Marche. Et il faut avoir le courage politique de prendre une décision à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'au sein des Républicains, il y a deux familles qui ont cohabité. D'ailleurs, ça remonte à loin. C'est les héritiers de l'UDF et du RPR. Hein. Mais il faut trancher. Et ce n'est qu'en prenant cette décision-là que l'on tranche. Moi, je considère tout à fait légitime les gens, par exemple, qui ont créé Agir et qui sont partis, je dirais, en soutien d'Emmanuel Macron. Hein. Sauf que de l'autre côté, on ne peut pas continuer à accréditer cette fiction, je dirais, de l'extrême droite, cette fiction je dirais, du cordon sanitaire, etc., qui ne repose strictement sur rien. Il faut savoir que le Front National de 2001, au temps de Mitterrand, ne faisait même pas peut-être 2 millions de voix. Aujourd'hui, c'est 11 millions de voix. Et de continuer à traiter le Front National, comme on le traite aujourd'hui, non seulement c'est dommageable pour la droite, parce qu'il y a une sociologie de droite qui est celle de la droite du non de Maastricht en 92 et qui peut être unifiée à droite, et c'est donc dommageable, je dirais, pour la droite, et ça l'est également pour la démocratie. Oui. Parce que alors, on vous entend, Jacques, il nous reste peu de temps. On a entendu votre message, Dominique. Oui, cette alliance, c'est un cri du cœur. Moi, je voudrais d'abord dire, je crois qu'on a raison de ne pas taper sur Laurent Wauquiez, c'est un principe général, quelle que soit l'étiquette, quand quelqu'un est à terre, c'est pas la peine de donner un coup de godasse par-dessus le marché, c'est trop facile. Comment c'est trop facile? Non, moi je pense que c'est trop facile. Mais je donne pas, d'abord je donne depuis le premier jour. D'abord, je ne vois pas pourquoi vous vous sentez visé. Parce que je pensais à l'autre personne. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même avoir un peu de mémoire. Laurent Wauquiez, indépendamment d'autres considérations déjà évoquées par les auditeurs et ici, par les intervenants, c'est quand même assez gravement trompé. Au lendemain de 2017, il était absolument persuadé que Marine Le Pen ne se relèverait jamais de son débat désastreux avec Macron et que c'était terminé et qu'en quelque sorte, il y avait un électorat frontiste en déshérence sur lequel il espérait pouvoir lancer lui-même, vous voyez comme les choses tournent vite, une OPA. Ensuite, la deuxième erreur qu'il a commise, c'est une erreur d'appréciation sur Macron. On peut penser ce qu'on veut de Macron, y compris que c'est un odieux personnage et qu'on n'en veut pas comme président de la République, sauf qu'on ne doit pas le sous-estimer. Il a considéré que Macron, c'était une parenthèse. C'était une énorme erreur qu'il a commise derrière. J'arrête, je veux juste ajouter une chose. Il y a des auditeurs, la personne qui était juste avant l'auditeur qui vient de parler, qui s'interrogeait devant nous, devant les micros, sur la droite. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en réalité, en Europe et en France, la droite est encore plus présente qu'elle ne l'était avant. On est dans un climat qui est droitier, beaucoup plus qu'avant. Donc la seule question qui peut éventuellement se poser, ou qui se pose, c'est comment ça se fait que dans un climat pareil, les républicains qui aspirent à représenter par définition le cœur de la droite se trouvent largués, laminés, etc. C'est ça la question. Mais il y a, et je dis ça à l'auditrice de tout à l'heure, il y a quelque part un peuple de droite qui existe, qui a même peut-être probablement grossi et grandi. Simplement, aujourd'hui, ils sont à la fois globalement perdus et chacun trouve un abri provisoire ou durable à un endroit différent des autres. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen peut arriver à rassembler cette droite? C'est ce qu'elle dit. Elle dit, je considère... Ce sont les électeurs et non pas les journalistes qui y trancheront. Non, mais c'est ce qu'elle estime indispensable, c'est que demain puisse émerger de cette débarque, ce courant de droite qui se structure, qui puisse demain accepter le principe d'une grande coalition avec le Rassemblement national en gardant ses spécificités. Elle est tout sauf claire. Tout sauf claire. Incompréhensible. Je m'en vais, je vais fonder une école qui se plante complètement, et puis maintenant, comme par hasard aujourd'hui, du moins hier soir, et hop, j'arrive. Vous voyez, tout ça non plus, c'est pas très simple. Tu fais de la politique ou tu n'en fais pas. Il y a des moments pour tout. Elle peut très bien en faire, mais à ce moment-là, elle le dit. Elle se cache aussi derrière sa vie privée, son engagement. Tout ça n'honore pas la politique. Très proche de Salvini. N'honore pas la politique. C'est pas indécent, mais c'est un fait. Oui, parce que alors oui, elle a peut-être un avenir, parce qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, Monsieur de Montvalon, il y a une partie des LR qui est plutôt, où l'auditeur l'a dit, plutôt tendance Macron et l'autre tendance Rassemblement National. Mais on a un auditeur là à l'instant qui nous dit, Patrick, il dit la droite sociale et gaulienne n'existe plus.
Genre l'UMP, mais le De Gaulle non plus RPR. n'existe plus. Oui. Ça suffit de se référer aussi. Le monde a tellement changé. Nous avons complètement un basculement des continents, une Amérique avec Trump, etc. Ça a tellement changé et on est accroché à des modèles qui n'existent plus. De Gaulle, De Gaulle n'existe plus. Ouais. Enfin, l'avenir, Non, mais- ce n'est pas le trumpisme ou le trumpisme. Non, Ni De Gaulle. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Dominique de Montvalon, Alexis Bachelet, Ludovic de Villèle et Sophie de Menton. Je voulais qu'on parle quand même de cette proposition qui a été faite par 2 députés, Delphine Batho et François Ruffin. Ils vont déposer des amendements à la loi d'orientation des mobilités pour demander l'interdiction du Paris-Nantes, du Paris-Marseille ou du Paris-Bruxelles en avion. C'est l'une des propositions qui est portée par François Ruffin, c'est d'interdire l'exploitation des lignes aériennes quand un train permet un trajet équivalent ou égal au trajet en train. Delphine Batho, elle voudrait interdire les vols intérieurs pour lesquels il existe une liaison ferroviaire en moins de 5 heures. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Et la liberté de circulation. Mais l'écologie, ma chère. Et la liberté de circulation, c'est incroyable. D'abord, Alors, Alexis. on peut peut-être dire une chose, c'est que ces amendements ne seront pas votés. Non. Ouais. Que donc là, on fait un débat d'ordre philosophique et politique, mais qui n'aura pas d'impact sur le réel. C'est pas demain la veille qu'on va interdire des vols d'avion. De toute façon, je pense que dès qu'on rentre sur le sujet de l'écologie, sur le volet uniquement punitif, on passe à côté du sujet. L'écologie, c'est un sujet qui est trop important pour être livré à des démagogues qui ont un peu de mal à exister ou qui veulent absolument exister. Je pense que l'écologie, les résultats de l'élection européenne le montrent, c'est un sujet qui préoccupe un nombre croissant de nos concitoyens. Et je pense que la question qu'il faut poser sur l'avion, c'est le prix du kérosène. La fiscalité du kérosène est plus avantageuse que la fiscalité de Monsieur Tout-le-Monde, alors qu'on sait que la pollution des avions, c'est un sujet très important. C'est un des pôles, ça pollue plus que les automobiles. Et donc, il y a ce sujet-là qu'il faut aborder. Oui, mais on ne peut pas comparer avion et voiture. Non. Et l'autre sujet, je crois que c'est aussi l'objectif des parlementaires, parce que ça arrive de déposer des amendements, on sait qu'ils ne vont pas être votés, mais on veut poser un sujet dans l'opinion, et ça a marché, puisqu'on en parle ce matin, et qu'on va en parler. C'est de dire attention à ne pas laisser les petites lignes être fermées et attention à ne pas mettre en concurrence frontale les modes de mobilité les plus, vertueux. Parce que c'est vrai que le train, c'est quand même plus vertueux que l'avion. Donc si le sujet, c'est celui-là, c'est de dire il faut préserver les lignes de train, il faut pousser les gens à des mobilités plus vertueuses, là, moi, ça me va très bien parce que c'est dans le sens d'une écologie constructive et on pénalise plus, évidemment, parce que c'est normal, les pollueurs, le principe pollueur-payeur qui, aujourd'hui, ne s'applique pas de manière satisfaisante sur l'aviation. Alors, il faudrait surtout que les billets de train soient moins chers que les billets d'avion. Et que les trains arrivent à l'heure. Si on avait une fiscalité plus importante sur le kérosène, ça serait le cas. Les billets d'avion seraient un peu renchéris et du coup, les billets de train seraient plus bon marché. Voilà, il ne faut pas non plus privatiser la SNCF. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, je suis entièrement d'accord sur le fait de privilégier le train. Entièrement d'accord pour ne pas fermer des petites lignes. Je crois que ce type de proposition donne l'image d'une écologie punitive et hors sol. Nous sommes tous des écologistes dans l'âme et moi je suis assis. Mais il y a un moment où quand on vous balance des projets comme ça, on se dit non, ces gens-là, on peut vraiment pas voter pour eux. Donc je trouve que c'est pas bon pour leur cause. Il est évident qu'il faut privilégier, et d'ailleurs je vous signale que tous les calculs dans les entreprises sont faits. À 4 heures de train, on privilégie le train. D'abord parce que la difficulté des aéroports, les fouilles, le temps d'attente, le cauchemar que c'est, on vous enlève votre Je pense que ce qui est privilégié, c'est le prix. C'est la ligne du bas, c'est ce qui compte. Je parle du monde de l'entreprise. Oui, je parle aussi du monde de l'entreprise. Mais même, monde de l'entreprise, là, dans les entreprises, on a donné il y a plus ou moins une consigne à 4 heures. Ça vaut le coup parce que 4 heures de train égale 1 heure de vol pour les gens. Ouais. Donc, voilà,
on peut pas être raisonnable avec les écolos. Il faudrait fermer ou interdire. Vous pouvez pas dire les écolos parce que François Ruffin, c'est la France Insoumise et Delphine Bateau, c'est un groupuscule qui s'appelle Génération Écologie, c'est pas les écologistes. Donc il faut être précis. Ce que disent nos auditeurs, c'est l'incohérence et un peu le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on va fermer, vous l'aviez évoqué Sophie d'ailleurs, le train de Rungis pour le remplacer par des camions. On l'a empêché. C'est Zap qui nous dit, tiens, pour l'avion, on se fisque sur la liberté de circulation, mais pour augmenter le gasoil qui sert aux citoyens à se déplacer, on ne pose pas la question. Donc il y a plein de réactions pour l'écologie. Il faut commencer par stopper les bateaux. Enfin, tout le monde a plein d'idées. Mais et Gérard nous dit, bon, pour un Bordeaux-Mulhouse, je fais quoi? J'ai pris du billet d'avion EasyJet réservé 2 mois avant, 150 € aller-retour. En voiture ou en train, c'est le triple. Donc, bon, comme l'a dit Alexis, il y a peu de chances que ce soit adopté. Ça fait réfléchir, mais c'est vrai que ça nuit. Mais non, parce que ça permet aussi d'avoir ce débat sur le deux poids, deux mesures. Non, Dominique, vous en pensez quoi de ces propositions? Moi, je trouve ça vivement le retour quelque part aux commandes de Ségolène Royal, qui avait été la première à condamner l'écologie punitive. Non, mais sérieusement, en dehors de ça, c'est une opération très politicienne. De Ruffin dont les ambitions sont considérables et qui essaie de se raccrocher au char, à sa façon, au char de l'écologie qui a pris 20 km sur la route. Je ne sais pas si lui, il accepte la comparaison avec la route. Et de Delphine Bateau, ancienne ministre éphémère de l'écologie, qui a tenté de faire partie d'une petite liste écologique qui a pris une gamelle. Et ils sont complètement déconcertés de voir que Jadot, et dont on verra qu'est-ce qu'il fait de sa victoire relative mais spectaculaire, que Jadot a brusquement surgi et plus intéressant que ça, et beaucoup plus intéressant que leur sottise, c'est le ralliement à la cause, ça suffit pas, mais le ralliement à la cause in extremis, c'est ce qui explique la participation beaucoup plus forte que prévue aux européennes de tous les jeunes. Alors, ils connaissaient pas Jadot, ils savent pas très bien quel était son programme, mais le drapeau message, écolo, ça dit quelque chose. Et ça dit d'autant plus quelque chose que ce phénomène, on le voit partout en Europe, par exemple en Allemagne. Donc il se passe quelque chose. Alors derrière, Ruffin et la camarade Bateau sont sur leur petite barque, ils rament. Ils rament en se fatiguant pour essayer de rattraper le... Sauf que là, on en parle... Le navire amiral. On parle de... Le navire amiral, on parle de l'écume des choses, sauf que ça poserait un certain nombre de problèmes. Non, mais attendez, moi, je vais vous dire une chose. De problèmes pour les aéroports. Personnellement, je suis... Bon, mais je supporte pas, et de moins en moins, qu'on nous tienne par la main, qu'on nous verrouille et qu'on nous dise voilà comment vous devez vivre, voilà ce que vous devez faire, etc., etc. Ça, c'est une vision, alors pour le coup, dinosaurienne et insupportable. Jean-Michel est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, non, mais c'est moi qui vous écoute. Vous en pensez quoi donc de cette proposition de supprimer les lignes aériennes qui auraient un trajet équivalent en train? Écoutez, moi je pense que tout le monde est d'accord pour dire que de toute façon, aujourd'hui, on s'accordera tous dans une grande unanimité à dire que d'un point de vue écologique, effectivement, le train est bien plus écologique que l'avion, ça c'est indéniable, et que effectivement ce serait une bonne idée, mais encore faut-il avoir les moyens financiers de le faire. Et ça, c'est un véritable problème, puisque aujourd'hui on tourne en rond depuis des mois et des mois. On a vu, alors je vais revenir un peu en arrière dans l'actualité, mais notamment sur les gilets jaunes qui ont également porté cette envie de mobilité au travers de la ruralité, de l'écologie, etc. On a vu tout ça germer un peu partout. Et alors même si aujourd'hui vous avez reçu notre ministre des Transports, Madame Borne, qui est venue étaler sa confiture sur la loi d'orientation sur la mobilité, c'est bien joli, mais où va-t-on trouver l'argent pour financer ces lignes de train? Comment va-t-on financer tout ce projet-là, sachant que elle a par contre l'audace et le toupet de venir sur votre plateau faire la promotion d'une société qui s'appelle Uber, en disant que voilà, ils sont beaux, ils sont forts, alors que ces mêmes gens-là détournent des milliards en évasion fiscale, et que la solution pour financer tout ce dont on a besoin aujourd'hui, elle est claire, elle est simple, elle est évidente.
Il faut arrêter de faire des demi-mesures et taper là où il faut. C'est taper toutes ces entreprises qui font de l'évasion fiscale. Et là, on ne serait même pas en train de discuter, je pense, actuellement, parce que l'argent serait là pour justement réaliser ce type de projet et rentrer dans une écologie qui soit une vraie écologie et pas punitive, avec de l'argent dans les caisses de l'État, qui permettrait de pouvoir engager tout ce processus. Mais merci beaucoup, Jean-Michel, de votre réflexion. Moi, sur l'écologie, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre les décisions, les propositions. Quand on voit, alors j'ai vu 100 boîtes mail professionnelles représentent 13 allers-retours Paris-New York sur un an, en termes de pollution, d'électricité. Enfin, donc, c'est quoi? Où est-ce qu'on fait des économies? Comment on fait? Comment on avance? C'est ce que je disais tout à l'heure. La seule logique qui puisse prévaloir, si on veut vraiment faire avancer l'écologie, c'est d'appliquer le principe pollueur-payeur. Pollueur-payeur, ouais. Or, sur ce sujet-là, sur tous ces dossiers-là, le gouvernement a reculé. Le gouvernement a reculé sur la taxe carbone parce qu'ils n'avaient pas prévu d'amortisseurs sociaux et que c'est les plus modestes qui payaient plein pot l'augmentation du diesel et de l'essence, alors qu'effectivement, peut-être les compagnies aériennes ont plus les moyens d'amortir une hausse du kérosène que monsieur tout le monde qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler. Ça a été... Du coup, ils ont enterré la taxe carbone qui existe dans tous les pays et qui fonctionne parce que dans la durée, les comportements évoluent, les industries s'adaptent. Voilà, on trouve aussi des modes alternatifs. Il n'est pas dit que les avions volent toujours au kérosène. Mais effectivement, si vous taxez pas le kérosène, ils vont continuer à aller vers l'énergie la moins chère et la plus polluante. Et on aurait pu parler de l'interdiction des voitures essence, diesel. Mais c'est pareil pour les voitures. Il y a des solutions industrielles qui existent, mais par conservatisme ou par refus d'affronter certains lobbies, eh bien, on n'avance pas, quoi. Merci à tous les quatre. À suivre André Berkoff. Bonne journée sur Sud Radio. À demain.